Troisième conférence de notre cycle, on arrive presque à la moitié. On est très heureux d'accueillir Stéphanie Chauveau qui vient de Moin, de Dax précisément. Elle est arrivée parfaitement à l'heure et même en avance. Stéphanie est donc, je dirais, à une double fonction. Elle est à la fois aumônier en soins palliatifs à l'hôpital de Dax et a développé plus récemment, enfin elle va vous en parler évidemment, une activité dont le mot paraît un petit peu compliqué au départ, de Tanadoula, et qui lui permet d'accompagner soit aussi des gens en fin de vie, mais aussi des gens qui sont dans le deuil. Et voilà, je vais lui laisser la parole puisque je pense qu'elle aura beaucoup de choses à dire. Et juste une chose, à la fin de la conférence, vous verrez, on a un petit stand où il y a quand même vraiment des livres qui sont spécifiques justement à la thématique des soins palliatifs et aussi des obsèques en prévision de la conférence de la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Anne de m'avoir accueillie, de m'avoir invitée à vos conférences qui sont toujours passionnantes, que j'arrive à voir sur YouTube, parce qu'effectivement, je suis donc dans les Landes, à Dax. Je m'appelle Stéphanie Chauveau. Je suis aumônier, alors pas en soins palliatifs, je suis aumônier en gériatrie. Donc à l'hôpital de Dax, avec 250 résidents. Je suis aussi Tanadoula de fin de vie et du deuil. Comme a dit Anne, c'est un métier peu connu encore en France, mais qui est un métier qui, en fait, est très connu autrefois, puisque Thanatos, qui veut dire la mort, et Doula, qui veut dire la servante. Je suis un peu une accompagnatrice, je veille, je prends un peu le relais des familles pour avoir un peu de répit. Je suis très heureuse de ces deux fonctions, de ces deux métiers, qui sont des métiers qui me paraissent essentiels aujourd'hui, en 2024. Que ce soit dans mon activité d'aumônier ou de Tanadoula, je suis particulièrement attentive à la qualité du lien. Et je me permets, avant de commencer, pour vous raconter une petite anecdote en démarrant ce carême, puisque donc j'anime des ateliers à l'hôpital dans quelques pavillons. Et ce mercredi des cendres et ce démarrage de carême, j'étais un peu embêtée parce que en gériatrie, le carême, c'est un peu leur quotidien quand même. Et donc, ce carême est arrivé un jour de la Saint-Valentin, ce qui est quand même aussi très étonnant, et pas que. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, allez, je vais bousculer un peu tout ça, je vais faire un carême de l'amour. Et en fait, je suis très heureuse parce que j'ai proposé ça à mes petits résidents. Donc au départ, ils étaient un petit peu perturbés. Voilà, un carême de l'amour, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va cheminer, nous aussi, pendant 40 jours, avec des témoins d'amour. Des témoins laïcs ou religieux, mais qui ont tout donné par amour pour les autres. Et donc, le carême, on l'a même écrit différemment. C'est vous dire comme on a été loin dans notre réflexion. Nous avons écrit le carême avec un C-A-R et plus loin le verbe aimer. Avec des cœurs, des résidents, ceux qui peuvent encore un petit peu colorier, ont colorié dans le cœur. J'ai fait un grand chemin et puis j'ai mis un peu de sable. Je suis dans les Landes, facile, un peu de colle. Et je me suis dit, voilà, on va prendre ce chemin avec nos témoins toutes les semaines. Et on va faire comme Jésus, on va cheminer en pensant à tous ces témoins qui ont donné. Alors, avant de démarrer, je vais juste vous donner les quatre premiers témoins que nous avons vécus, à partager leur vie, avec des prières aussi. Nous avons commencé par Nelson Mandela. C'est eux qui ont choisi, hein, c'est pas moi. Hein. Nelson Mandela et Mère Teresa. Cette semaine, nous avons fait... c'était très drôle. Nous avons eu Coluche. J'aurais dû leur proposer de mettre l'abbé Pierre avec, mais j'ai pas eu la présence d'esprit. Nous avons eu Saint Vincent de Paul. C'est un peu quand même notre père à tous, mais surtout nous dans les Landes, nous l'aimons beaucoup, Saint Vincent. Et puis la semaine prochaine, nous avons Gandhi et le général de Gaulle.
Voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est merveilleux parce que voilà, on fait un tour, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et vous, Coluche, c'est qui? Et donc, évidemment, avec les laïcs, je n'ai pas forcément de prière, hein, puisqu'avec les autres, nous partageons une prière ensemble. Mais pour Coluche, nous avons eu des phrases fortes de Coluche. Et effectivement, ils les connaissaient tous. Voilà. C'est une petite aparté, mais c'est pour vous intégrer ce moment sur le lien, l'importance du lien. Et ça, c'est une de mes priorités. Cette question de la bonne distance dans l'accompagnement m'a fait vraiment revivre ce que nous avons vécu pendant le confinement. Et vous êtes tous bien conscients, monsieur le curé, durant cette messe, nous a partagé effectivement un témoignage sur quelqu'un qui était là pendant le confinement, qu'on aurait pu prendre pour Lazare. Et cette période a permis à beaucoup de personnes de prendre conscience de l'importance de réhumaniser la mort. Et réhumaniser la mort, c'est nécessairement par la création du lien, de l'amour et de tout ce que nous allons vivre ensemble. Je vous propose dans un premier temps de partager mon expérience, puis dans un deuxième temps, nous aborderons le sujet de la présence, du toucher en soins palliatifs auprès des gens. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, je serai ravie d'y répondre. Tout va bien? Parfait. Qu'est-ce qu'une relation d'aide? C'est l'accompagnement d'une personne en demande de soutien ou en souffrance. En fait, être en demande de soutien, c'est déjà, pour la personne, le souhait et surtout de s'autoriser à demander de l'aide. C'est pas facile de demander de l'aide, quel que soit l'âge et quel que soit le lieu. Et la relation d'aide, elle se base sur des points importants. La confiance mutuelle. Ça, c'est la confiance. L'écoute active, on en reparlera tout à l'heure, mais l'écoute active, c'est quelque chose qui est essentiel. L'importance du temps partagé. Je rencontre beaucoup de soignants, beaucoup de personnel qui souffrent de manque de temps. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas prendre du temps, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Et effectivement, dans ma mission à l'aumônerie, c'est quelque chose qui est essentiel. Je prends du temps. Et du temps qui peut durer. Mais c'est pas grave. C'est du temps. Et la prise en compte aussi de l'humain dans toute sa globalité. Sans jugement. Juste nous. Avec notre regard bienveillant. Ça, c'est la définition de qu'est-ce que c'est que la relation d'aide. Il y a 3 conditions majeures pour que l'aide soit vraiment efficace. Efficace pour la personne, hein, pas pour moi, pour elle. Il faut qu'il y ait l'expression d'une demande de la personne, effectivement, que l'on soit dans l'intention d'aider la personne, l'intention d'aider. C'est pas pour moi que j'aime, c'est pas pour moi, c'est pas pour me faire plaisir. C'est pour la personne, une intention. Et que l'on ait la compétence professionnelle, ou en tout cas une pratique de l'accompagnement. Alors il y a des conditions un petit peu pour tout ça. La première condition, c'est la demande. Il y a 3 types de demandes. Effectivement, il y a la demande explicite. En règle générale, à l'hôpital, c'est souvent la famille qui me demande ou le personnel soignant. Surtout quand les personnes ont fait leur directive anticipée et qu'ils ont noté qu'ils souhaiteraient la visite de l'aumônerie ou en tout cas une prière. J'en fais une petite aparté, je ne sais pas si vous savez tous qu'il existe des directives anticipées laïques, bien sûr, mais il existe aussi des directives anticipées religieuses qui a été réalisée par la Conférence des évêques de France. Et en tout cas pour ceux qui le souhaitent, c'est quand même important de pouvoir avoir fait vos directives anticipées. Moi je les ai faites, je ne vais pas mourir demain, je les ai déjà faites. Je veux avoir la visite de mon prêtre. Je veux pouvoir mourir chez moi.
Je veux que mes enfants me veillent à la maison et pas à la maison funéraire. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Mais au moins, ça permet quand même d'être clair. Et effectivement, l'aide sera encore plus facile si j'ai une demande explicite. La demande implicite, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'en fait, elle est sous-jacente et à côté de ça, la personne voilà, elle n'arrive pas à exprimer. En fait, elle ne sait pas très bien ce que je pourrais lui donner. Mais elle aimerait bien quand même. Et en fait, c'est plutôt grâce au temps que je vais prendre avec cette personne qu'elle va réussir à me confier ou à m'exprimer ce qu'elle veut. Elle veut une visite, elle veut juste que je passe avec un petit sourire, ou elle veut partager. Donc ça, c'est vraiment... si je passe dans une chambre et que je dis « Vous aimeriez une petite visite ?» Alors là, et que je dis « Non, oui », oh ben là, j'ai rien. J'ai ni oui ni non. J'ai un air effaré. Mais si j'arrive dans une chambre et que je dis « Voilà, je me présente, je me propose, si vous souhaitez, que l'on puisse partager un petit moment, est-ce que je peux m'asseoir ?» Alors, où la personne exprime un petit oui, ou la personne étonnée, je dis voilà, c'est juste pour prendre un petit temps avec vous. Et en fait, très souvent, plus les gens sont un petit peu, ne sont pas très à l'aise, plus ils parlent, ils se confient. Parce qu'on y met du temps, de l'écoute, de la présence et un peu d'amour. Enfin, beaucoup. Et quand la demande n'est pas formulée, même nous-mêmes, nous percevons avec notre propre approche un besoin, dans ce cas, on peut prendre l'initiative. Mais quand il n'y a vraiment aucune demande, j'appelle ça des visites silencieuses. Je viens, je m'installe, je prie beaucoup en silence et j'attends. J'attends, et là, effectivement, l'Esprit Saint souffle assez souvent. Et en fait, il y a une demande pas forcément par la parole, par le regard, par les yeux, par le sourire. Et puis à ce moment-là, je propose, si elle le souhaite, que nous prions ensemble, ou plus. Donc, il y a vraiment 3 types de demandes. La deuxième condition, c'est effectivement le souhait d'accompagner. Il faut évidemment être disponible. Disponible et dans le désir d'aider. Être disponible, c'est vraiment prendre ce... comment dirais-je c'est une envie en fait, d'être disponible. C'est pas une obligation. L'envie, c'est pas une obligation. C'est une envie. Un désir. Plus on crée du désir, plus on a de l'envie pour l'autre, la personne. Ça, c'est important. Créer du désir. Solliciter. Mais aider un engagement, mais aider est un engagement qu'il nous faudra durer. Effectivement, l'engagement, c'est comme un contrat en fait. Si vous commencez une visite et si vous commencez un accompagnement avec une personne, vous ne pouvez pas l'abandonner. Vous ne pouvez pas vous dire ah ben, je suis désolée, là j'ai trop de monde. Ah non, si vous lui avez dit que vous reviendriez, il faut revenir. Et parce que la personne, elle n'a pas envie. Hein. Elle attend. Elle attend parce que souvent vous êtes la seule visite. Aussi. Là, je parle de l'hôpital, mais je parle aussi à domicile. Hein. À domicile, c'est pareil. Surtout quand on est en HAD, quand on est en hospitalisation à domicile, c'est terrible parce qu'en fait, on met tout en place qui est quand même alors, une chance. Une chance parce que l'infirmière passe, la kiné, l'aide-soignante, l'auxiliaire de vie, le tout dans un créneau entre 6h30 et 8h moins quart. Après, auxiliaire de vie à l'heure du déjeuner pour quand même vous aider à vous nourrir. Une demi-heure ou 20 minutes. Et puis après le soir, rebelote. À partir de 6h15 jusqu'à 8h moins quart. Mais sinon, il n'y a personne. Pas de visite. Le désert. Donc effectivement, l'engagement est important.
C'est important d'être vigilant pour éviter de répondre trop rapidement. On peut alors rencontrer des difficultés ou des obstacles. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une personne qui m'a téléphoné, qui voulait que je puisse accompagner son mari, qui était en fin de vie, à domicile. Et en fait, j'avais déjà 2 accompagnements en même temps. J'ai dit, je suis désolée, mais en fait, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas là aujourd'hui, parce que j'ai déjà 2 accompagnements. Et en fait, si on veut vraiment être entièrement aux personnes, eh bien, il faut quand même être raisonnable. Il ne faut pas passer à droite, à gauche, c'est pas possible. Ou alors, on loupe la relation d'aide. Et on loupe notre engagement et notre accompagnement. Et ça, c'est aussi pas possible. Donc, l'engagement est important. Ça, c'est la 2e condition. La troisième condition, c'est les compétences à développer. C'est-à-dire que je ne peux pas aider l'autre si je n'ai pas les épaules solides. Après, je vous dirais aussi, je ne peux pas aimer si je ne m'aime pas moi-même. Pareil. C'est logique et à côté de ça, c'est très important. Si on est mal préparé et pas assez compétent, on peut se trouver dans des situations très complexes. Et donc là, tout le monde en souffre. Vous et aussi, bien sûr, le malade. Savoir poser un cadre. Savoir poser un cadre parce qu'en fait, quelle que soit la pathologie et quel que soit l'état de la personne, plus vous expliquez ce que vous allez faire avec eux, plus le cadre est prêt et plus le chemin se fera très facilement. Je dis souvent, quand j'accompagne, voilà, j'explique qui je suis, j'explique ce que je vais leur apporter, ce qu'ils souhaitent aussi, hein, et je leur mets un petit peu, je leur dis, voilà, on fait un bout de chemin ensemble. Donc on fait un bout de chemin ensemble et on va essayer de cheminer en fonction de vos attentes et de vos besoins. En fait, je me mets à la disposition des gens. C'est pas moi qui vais le décider, c'est eux qui m'emmènent. C'est eux qui m'emmènent dans le chemin. Après, effectivement, il y a des problématiques qui sont complexes et pour lesquelles il est préférable de s'abstenir. Alors, quand je dis des problématiques complexes, c'est-à-dire qu'au départ, on a beau avoir mis un cadre, on peut de temps en temps être face à des sujets compliqués. Je m'explique. J'ai accompagné un jeune de 42 ans qui m'appelle parce qu'il avait entendu parler de moi en allant chercher une petite bougie dans une librairie. Et il m'appelle, il me dit, voilà, bonjour madame, j'aimerais savoir si vous pourriez me rencontrer, j'aurais besoin de votre aide, par téléphone. Bon, je dis, écoutez, oui, bien sûr, avec grand plaisir, où est-ce que vous êtes? Donc, nous nous retrouvons dans une communauté religieuse, parce que je ne voulais pas, comme il n'est pas à l'hôpital, voilà, il est chez lui. Et puis je ne voulais pas le trouver dans un troquet non plus, c'est pas le lieu. Donc une petite communauté religieuse qui nous accueille en anglais, qui est super. Et ce jeune homme me raconte un petit peu, il me dit, voilà, je suis entouré de morts. Voilà. Je suis entouré de morts et je n'arrive pas à avancer. Bien. Et effectivement, en écoutant le jeune homme, qui a en plus une pathologie, il a une maladie, je me dis, il faut que je pose un cadre pour vraiment être dans ma mission et m'arrêter à ma mission. Parce que sinon, je peux aller un peu plus loin et c'est pas mon job. Donc, je pose un cadre et je dis, voilà, bah, écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se rencontre, bien sûr, et puis on va cheminer ensemble, en tout cas sur cette thématique que vous m'avez demandé. Cette thématique par rapport à votre famille et à tous ceux qui vous ont quitté. Bien. On chemine très agréablement, effectivement, on arrive à poser des mots, et donc c'est vraiment un accompagnement sur le deuil. Là. Il y avait un processus de deuil qui n'était pas commencé, ou en tout cas, il était bloqué. Donc nous avançons, et puis à un moment, voilà, je me dis que je crois que là, il va falloir que je vais le laisser là. Il faudrait que je le laisse sur la route, il faut qu'il continue, mais sans moi. Et puis il me dit, ah, ben, j'aimerais bien à propos... parce que j'arrive pas à bosser, j'ai pas de boulot, et en fait, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je m'arrête. Je ne suis pas coach. En tout cas, pas coach de jeunes pro. Et donc, je dis, écoutez, la seule chose que je veux bien faire avec vous, parce que ça, voilà, vous m'interpellez, on va faire des post-it et puis on va mettre un petit peu vos compétences, vos qualités, vos difficultés, et puis on va mettre tout ça à plat, et après avec ça,
ce que je vous propose, c'est que si vous voulez, je vous donne les coordonnées d'un coach qui est vraiment professionnel dans cette partie qui vous attend. Vous voyez là, si j'avais pas mis un cadre, et si j'avais l'envie, parce que j'avais l'envie de continuer, mais c'est pas mon job. C'est important de bien rester dans notre posture. Parce qu'on a une telle générosité, une telle envie de donner, que en fait, on loupe le boulot là. Donc savoir s'arrêter quand on a fini notre mission. En tout cas dans la mission dont on a appelé. Ça, c'est la troisième condition. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein. Aider, effectivement, c'est aussi lui permettre d'exprimer à la personne son désir et lui permettre de faire ses choix. Alors ça, j'ai un peu insisté là-dessus, mais c'est très très important. Exprimer son désir. Je vous raconte une autre histoire parce que c'est quand même avec les exemples sont tellement marquants que ça vous permet de vraiment bien comprendre ce que je veux vous faire partager. J'ai un ami qui est très malade et sa compagne m'appelle en me disant voilà, il voudrait que tu viennes le voir. C'était mon premier client, mon premier patient. Et en fait, il a vraiment envie que tu le rencontres. Je dis, tu sais, je viens de faire ma formation, j'en ai pas parlé, mais je vous en parlerai après. Mais je suis encore un peu jeune, je suis pas sûre d'être. Puis en plus, je le connais. Écoute, est-ce que tu peux venir? Bien, j'arrive. Et puis je vois l'infirmière à domicile, hein, l'infirmière avec sa compagne qui papotait. Je ne m'impose pas, parce qu'en plus, voilà comment est-ce qu'elle va interpréter ma mission. Et sa compagne me dit, il est à la maison, tu peux rentrer. Je rentre, je le vois, comme je le connaissais, ça m'a fait très plaisir de le revoir. J'étais très touchée, je le remercie. Et puis, je ne lui demande pas comment il va. Non, je n'avais pas besoin. Je le voyais bien, je n'avais pas envie de le mettre en difficulté. Je le regarde avec un joli sourire et je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me regarde, il me dit, écoute, je sais que je vais mourir. J'en ai plus pour très longtemps. Alors ça me fait doucement rigoler. Tu vois, l'infirmière, elle est dehors en train de parler à ma compagne. Ils sont tous persuadés que je ne suis pas capable d'entendre les choses. Incroyable. Je dis, bah, écoute, c'est dommage parce qu'effectivement, ça serait tellement mieux qu'on puisse en parler. Il me dit, j'ai une chose que je veux. Alors je te le dis déjà, c'est ma priorité. Je ne veux pas mourir sans mes cheveux. C'est vrai qu'il avait de très jolis cheveux. C'est vrai. Alors je lui dis, écoute, effectivement, ça tu vois, c'est important que tu le dises. Je suis contente que tu me l'aies dit. Et donc, comme je ne veux pas mourir avec mes cheveux, je veux mourir avec mes cheveux, je veux plus de chignon. Je comprends. Là-dessus, sa compagne arrive. Et là, je me suis dit, allez, je me lance, et c'est maintenant ou jamais. Je le sens, c'est mon cœur qui parle, c'est moi qui parle. Et je lui dis, est-ce que tu m'autorises à dire à ta compagne ce que tu viens de me dire, avec mes mots? Ah oui, il me dit oui. Donc là, je regarde, je dis, écoute, voilà, je suis très heureuse d'être là, et en fait, tu vois, il vient de me transmettre quelque chose qui est important pour lui, et je crois que c'est important que tu l'entendes. Donc en fait, il ne voudrait pas mourir sans ses cheveux. Donc il ne veut plus de chez nous. Ils se regardent tous les deux. Et là, elle nous regarde, elle me dit merci. Je me suis dit, là, je vais les laisser tous les deux. Il est temps qu'ils se retrouvent et qu'ils puissent continuer, eux, leur bout de chemin. Je m'en vais un peu secouée quand même, parce que je me suis dit, oh là là, est-ce que j'ai bien dit, est-ce que c'était bien? Puis je me suis dit, de toute façon, c'est son souhait. En fait, j'étais un répéteur, comme on dit. J'étais un répéteur. Voilà. Je pars, je rentre. Elle m'envoie un texto, je ne sais pas, il doit être 4h du matin, je l'ai lu le matin. Elle m'a dit, nous avons passé notre plus belle nuit tous les deux. On s'est tout dit. Ça y est, on va vivre ces derniers moments tous les deux.
et avec tout ce qu'on a encore à vivre. Merci de m'avoir aidé et merci de nous avoir aidés. Voilà. C'est pour ça que je me permets de vous témoigner parce que ça m'a... D'abord, c'était mon premier accompagnement. Et après, effectivement, voilà, à la fin, il a quand même dit le jour où il est mort, il a dit à sa compagne, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ce soir, mais c'est cette nuit, c'est sûr. Voilà. Donc, vous voyez, permettre qu'il s'exprime et qu'il exprime ce qu'il veut. Ou ce qu'il ne veut pas. En tout cas, ce qu'il veut. Avancer avec la personne pour l'accompagner dans l'acceptation de la situation. Ce qui est compliqué dans l'acceptation de la situation, c'est pas souvent les personnes qui vont mourir. C'est les aidants. C'est les familles. Et donc, dans mon métier, ça fait partie aussi de ce qui me touche et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, je suis un petit maillon, comme dans une chaîne. Je vais aider les familles à accepter la mort et surtout à être en paix avec soi-même. Que ça soit à domicile ou à l'hôpital, en gériatrie aussi. Hein. Mais c'est ça le plus important. C'est plus on a le temps de se dire les choses, plus la personne partira encore plus en paix. C'est facile à dire, hein. C'est vrai, c'est facile à dire. Moi, un jour, quand mon père était à la fin de sa vie, j'étais effectivement un peu, un peu inquiète. Je suis la petite dernière, en plus. Donc, un petit côté très, très affectif avec mon petit papa. Et donc, j'ai demandé à mon accompagnateur spirituel, je lui ai dit, voilà, je crois que c'est bientôt la fin. Et il m'a dit quelque chose de tellement vrai et de tellement bon, donc je vous transmets. Il m'a dit, tu lui as déjà dit que tu l'aimais ? C'est-à-dire que oui, mais bon, non, je ne vais pas dire, pour vous, papa, je vous aime. En plus, je vous voyais, vous imaginez. Et là, il m'a dit, ben voilà ce qu'il va que tu fasses. Tu vas lui dire que tu l'aimes parce que tu l'aimes. Mais oui, je l'aime d'amour. Il dit les mots. Je suis arrivée parce qu'en fait, on essayait d'aller régulièrement chez nos parents autour de Roule. Et je suis arrivée, et là, je me suis dit, allez, c'est pas difficile de dire qu'on aime. Oui, mais non, avec son papa qui a 90 ans, avec une grande tête, une grande gueule, dirons-nous. Et là, je me suis approchée et en fait, ça a été fort. J'ai mis mes mains, je l'ai regardé. Et je crois que je vous ai jamais dit, papa, mais en fait, je vous aime. Je vous aime tellement fort. Ça m'a fait un bien. Terrible. Lui aussi, j'imagine, enfin, j'espère. Et en fait, quand mon père est mort, j'étais bien. J'étais triste, oui, mais j'étais bien. Parce qu'en fait, j'ai eu le temps de lui dire, j'ai eu le temps de prendre ce temps avec lui. Un temps d'amour, un temps de silence, de paix, quoi. Alors, s'il vous plaît, même avec vos enfants, même s'ils ne sont pas, n'oubliez pas jamais de dire que vous vous aimez. C'est tellement bon. On est pudique, hein. Oui, moi aussi. Dialoguer avec tous nos sens, ça c'est important. Il y a le regard, hein. Tout à l'heure, je parlais avec un monsieur et je lui disais, vous savez, dans la bonne distance, il y a la distance, puis il y a la place que l'on prend quand on est face à quelqu'un. Par exemple, je regarde madame, là, voilà. Elle a beau avoir un masque, je sens plein de joie et de intérieur, quoi. Vous êtes là, en face de moi, il y a quelque chose. Voilà. Et quand on accompagne, effectivement, il y a cette distance, mais il y a cette envie d'aller vraiment dans la personne, quoi. Le toucher, alors ça comment vous dire, le toucher, c'est magnifique. Je suis rentrée à l'EHPAD, j'ai un petit monsieur, un petit, non, il faut que j'arrête de dire petit, un monsieur, qui fait pas mal d'animations avec moi, et je viens régulièrement le voir, et un jour, j'arrive dans sa chambre, je toque un bon coup, et il m'accueille avec un sourire, je me dis, waouh, il va bien, waouh, super. Il me dit, je suis contente de vous voir, je dis, ben, moi aussi. Et là, à ce moment-là, je prends une chaise et d'abord, je demande toujours l'autorisation. Est-ce que vous m'autorisez à prendre une chaise? Je ne suis pas chez vous, je ne suis pas chez moi. Eux, ils sont chez eux. Dans une petite chambre, mais ils sont chez eux.
Donc je prends une chaise, je me mets toujours en face. Alors je ne peux pas le faire parce que là j'ai un micro, mais j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Je me mets en face de la personne et je lui dis, est-ce que j'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui? Ça vous dit? Elle dit, bah écoutez, oui, vous l'avez compris, me dit-il. Après, voilà, on va faire autre chose. Et je dis, vous pouvez me prêter vos mains? Et là, il me prête ses mains. Et il dit, je fais quoi? Je dis, rien, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez me regarder, vous pouvez papoter si vous avez envie. Le silence, c'est pas mal. Et puis, j'ai envie de prendre vos mains. Et là, je fais un massage des mains. Sans crème, hein, sans rien. Un massage des mains. C'est silence radieux. Je ferme les yeux. Et là, ça dure quoi? 7 minutes, 8 minutes, même pas. C'est pas mal, hein, 7 minutes, hein, quand on masse. On avance un petit peu dans le bras, là, vous voyez, on fait... Alors, j'arrête tout doucement, je garde mes mains sur les siennes, il ouvre les yeux, je vois 2 grosses larmes. Des grosses larmes. Alors, je regarde. Et je dis, ça vous a fait plaisir? Ça vous a fait du bien? Il me dit, c'est mieux que ça, vous m'avez donné de l'amour. Voilà, vous m'avez donné de l'amour. Donc, le toucher, c'est très important. Quel que soit l'état ou la pathologie de la personne. Le toucher. On a parlé tout à l'heure de l'écoute active. Alors, effectivement, l'écoute active, c'est... Je crois que... J'anime des ateliers aussi auprès d'auxiliaires de vie. Et les auxiliaires de vie, vous savez, dans les centres d'action sociale et tout ça, là, des petites dames qui sont hyper efficaces. J'ai une admiration pour ces gens-là. J'ai une admiration pour leur métier. Parce que s'ils n'étaient pas là, si elles n'étaient pas là, beaucoup de personnes âgées ne pourraient pas rester chez eux. Donc elles ont malheureusement peut-être pas une reconnaissance à la hauteur de ce qu'elles font. Mais les métiers d'auxiliaire de vie, je peux vous dire que c'est costaud. Je le dis en connaissance de cause parce que quand j'ai commencé mon métier, j'ai voulu aller. Pendant 2 mois, j'ai bossé en tant qu'auxiliaire de vie. Et ben, je peux vous dire une chose, ça m'a fait... Ah oui, ça m'a bousculé. Ça m'a bousculé et à côté de ça, je pense qu'elles auraient besoin d'être valorisées et surtout de pouvoir avoir accès à ce genre de temps de formation et de recueillement aussi, parce qu'elles ont besoin aussi, elles vivent des choses dures, ces filles-là. Et j'ai fait une conférence sur l'écoute active avec elles. Parce qu'en fait, l'écoute active, elle est au-delà d'entendre des mots. C'est surtout une compréhension des sentiments. Une compréhension des sentiments. Et des intentions de l'autre personne. En tant qu'auxiliaire de vie, moi je me rappelle, un jour j'arrive dans une nouveau bénéficiaire, ils appellent ça des bénéficiaires. Nouveau bénéficiaire, 7h15. Oh, je dis donc. Alors on a des téléphones avec, vous avez donc 3/4 d'heure montre en main, et vous devez faire la douche, vous devez faire le lit, préparer son petit déjeuner, et puis si vous pouvez faire un petit coup de balai, 3/4 d'heure. J'arrive, je ne connaissais pas ce monsieur. Je rentre dans une maison, donc on rentre dans les maisons en plus. Vous imaginez, on rentre dans la vie des gens. Et je dis bonjour, il y a quelqu'un dans un truc, il n'y avait pas un meuble, rien, j'ai dû me tromper. Et j'entends une voix de loin, un monsieur. Et il me dit, c'est par là, entrez par là, au bout du couloir à gauche. Je rentre, une chambre, il fumait. Mais alors c'était épouvantable, handicapé, et je sais pas, il devait avoir 60 ans, même pas. Et là, il me tend le pistolet. Vous savez le pistolet pour faire pipi? Pas bonjour ni rien. Oh, je dis, écoutez, bonjour, ça peut peut-être attendre 2 secondes pour pipi, hein? Alors je me présente, je suis Stéphanie Chauveau, je suis auxiliaire, et je suis là pour vous accompagner, pour la douche. Et en fait, typiquement, dans cette première rencontre, j'aurais pas eu une écoute active, parce qu'après nous avons pris le temps avant de commencer, je me suis dit, tant pis, je vais prendre le temps, mais je ne peux pas commencer par l'emmener à la douche, sur son fauteuil, le laver, sans se présenter, se connaître, c'est pas possible. D'abord, lui, il va se vexer,
puis moi, j'aurais vraiment l'impression de mal faire mon travail et surtout de ne pas le faire avec amour. Donc, ce n'est même pas possible. Donc, l'écoute active, c'est important. Elle apporte de manière significative une qualité, ce que je vous disais, dans la relation humaine et à la résolution constructive des problèmes de la personne. Parce qu'effectivement, quand on est dans une écoute active, les gens se confient, puisque vous êtes là pour écouter. Vous n'êtes pas là pour vous dire qu'est-ce que je vais lui répondre parce que là je suis dans une difficulté. Non. On peut ne pas répondre aussi, mais on écoute. Une écoute active. Alors évidemment, on en a un petit peu parlé avant, mais les composantes d'une écoute active, c'est à la fois une posture, le contact visuel, bien sûr. Alors la reformulation, moi je l'utilise pas beaucoup parce qu'en règle générale, sauf si la personne que j'écoute est très négative, je retransforme les phrases. Sans lui dire, vous voulez dire que, je reprends la phrase mais dans une affirmative et non dans une négative. Utiliser des questions ouvertes bien sûr, ne pas couper la parole, alors ça c'est un vrai travail, ne pas couper la parole. Surtout quand on est avec des personnes âgées, parce que c'est déjà difficile pour eux d'aller jusqu'au bout de leur idée. Si en plus vous dites « Ah oui, parce que vous avez une fille !» Oui, mais qu'est-ce que je vous disais juste avant? Bon, en fait, voilà, l'écoute active, elle est là. Et le silence. J'ai une résidente, on pourra même peut-être prier pour elle aujourd'hui, parce qu'elle va très très mal. Une petite dame qui va avoir 100 ans au mois de juin. Et la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai vu une joie de vivre, une joie de vivre. Je me suis assise, on a commencé un petit peu à parler, après elle m'a demandé si on pouvait faire une prière, avec grand plaisir. Et là, elle m'a confié, j'ai écouté tout ce qu'elle avait à me dire. Oh, il y en avait, hein. Il y en avait. Parce que en fait, quand on arrive en fin de vie, quand on arrive à un certain âge, c'est toute votre vie qui, toute la journée, tourne. Les choses belles, mais aussi les choses où on a eu la peine, ou aussi ce qu'on aurait dû faire ou pas faire. Se culpabilisent beaucoup, les personnes âgées. Beaucoup. Ils ont besoin qu'on les rassure. Et puis tous ces gens qui ont déjà perdu des enfants. Alors ça, c'est compliqué. Et effectivement, dans l'écoute active, on est vraiment dans cette... on en prend, hein, on en a des informations. Mais je suis toujours, à chaque fois quand je sors d'une chambre, je prends toujours 3 minutes pour... Voilà, je respire. Je suis obligée. Parce que je ne peux pas refaire une chambre juste après. D'abord parce que j'ai eu beaucoup de la confiance que m'a donnée la personne, donc il faut quand même que je l'assimile. Et puis il faut pouvoir aussi se remettre dans cette posture, le Monnier ou le Tanadoula, et d'être là pour la personne. Si vous ne posez pas et si vous ne prenez pas ce temps, en fait, l'autre visite, vous ne serez pas dans une écoute active. Même si vous pensez l'être, vous n'y êtes pas. Vous ne pouvez pas. C'est important. Sur tout ce qui est la relation d'aide, je pense que, enfin, sauf si vous avez des questions, avec grand plaisir, je pense avoir fait le tour. Je pourrais en raconter encore beaucoup, mais comme je sais que j'ai un petit temps, je ne sais pas où on en est, j'ai pas l'heure. La demi. Le toucher, la présence ou toucher en soins palliatifs, d'abord je voulais vous dire que j'ai fait une formation auprès d'un centre de toucher massage et de kiné, et je ne suis pas kiné, hein, qui s'appelle le centre Joël Savatowski. Ils sont à Dijon. C'était Joël Savatowski, qui est donc toujours le formateur, ça a été le précurseur là-dessus, hein, sur le toucher massage. Et j'étais très heureuse parce qu'effectivement, il y a vraiment un souhait d'accompagner. Il y a beaucoup d'infirmières qui viennent, beaucoup de médecins aussi à ces formations. J'ai eu beaucoup de gens avec moi qui étaient ou en soins palliatifs,
ou des médecins, et puis aussi des aides-soignantes. Donc tout le corps médical est vraiment très attentif, et encore plus pour les soins palliatifs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et moi, quand je suis dans l'accompagnement, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, quand on m'appelle vraiment pour cet accompagnement, qui est encore la vie, hein, je suis dans l'aide active à vivre, hein, attention, hein, je ne suis pas dans l'aide active à mourir, mais je suis dans l'aide active à vivre dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Alors dans ma petite sacoche, j'emporte mes mains, j'emporte mon sourire, mon empathie, mon temps et l'amour pour les autres. Ça, c'est ce que j'amène. Je ne vais pas visiter les gens quand on est en fin de vie si on ne me le demande pas. Il m'est arrivé d'avoir une personne qui m'a appelé à l'hôpital en disant voilà, j'ai une amie qui est en soins palliatifs, est-ce que tu pourrais passer? Alors, en fait, ta demande c'est sympathique ce que tu souhaites, mais en fait, je ne vais pas aller voir une personne qui ne me connaît pas avec ma casquette aumônier au moment dans le lieu où elle est, c'est pas possible. Par contre, une fois avec sa famille, elle a peut-être des enfants, elle me dit oui, il y a son fils qui vient d'arriver. Je vois avec son fils, si elle a le désir, oui, mais j'ai préparé sa messe avec elle. N'importe, ça n'importe pas. Je ne veux pas y aller parce que je viens de la part de votre ami. Non, c'est pas moi. Non, je n'y vais pas comme ça. Et puis si peut-être que dans le fond, c'est peut-être un prêtre dont elle a besoin. Surtout, peut-être pas moi. Peut-être qu'elle aurait souhaité avoir la visite d'un prêtre. Voit avec son fils. Parce qu'en fait, c'est compliqué de venir. On ne vient pas comme ça. On vient parce qu'on est attendu. Je me propose, mais je ne m'impose pas, comme le Christ. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un toucher massage? On est toujours dans l'intention, vous remarquerez, hein, l'intention d'accompagner, l'intention de l'aide, du lien, et l'intention bienveillante autant qu'un soin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le démarrage de cette présentation, j'avais une phrase, une deadline, c'est « l'écoute est un soin ». Aujourd'hui, je suis très heureuse d'entendre dans les journaux le nombre de médecins et puis de journalistes qui disent « voilà, l'écoute est un soin ». C'est chouette. Je trouve ça super. Donc ça veut dire qu'on va mettre peut-être des choses en place pour que l'écoute fasse partie de la rubrique médicaments, toilettes, chambre, soins. Écoute. Peut-être. On peut souhaiter. Et ce toucher massage, il prend forme grâce à l'enchaînement des gestes sur une partie du corps pour détendre, relaxer, rassurer, communiquer ou simplement procurer du bien-être. Moi, je crois qu'il y a vraiment, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la situation, procurer du bien-être quand on est dans ce stade de vie, c'est important. Le toucher massage, moi j'en fais aux mains, bien sûr, au crâne, au visage et aux pieds. Alors effectivement, de temps en temps, on laisse les chaussettes parce que très souvent ils ont froid, mais il n'y a aucun problème. En fait, ce toucher massage, qui dit toucher, c'est aussi on effleure le corps qui est fragile. Et on voit bien toutes nos jeunes générations, ils adorent prendre soin d'eux. Ils font plein de thalasso, ils s'offrent des petits moments de massage en duo, tout ce qu'on veut. Ben oui, mais c'est important. Parce que il y a une dame qui me disait, ça fait longtemps qu'on va toucher. Ça fait longtemps qu'on ne va pas toucher. Qu'est-ce que c'est bon. Et en fait, si, elle est touchée tous les jours. Attendez, donnez-moi votre bras là. Il faut que je nettoie en dessous. Oui, mais c'est pas ça, toucher. Vous comprenez? Toucher, c'est... Peut-être on pourrait mettre vos deux bras comme ça. Et puis, je vais vous faire une toute petite toilette. Et puis, et si je vous faisais un petit massage? Et si on prenait du plaisir? On a le droit de prendre du plaisir. C'est important, hein? Donc c'est ça le toucher. Le toucher, ça fait partie, effectivement, de
l'intention de la bienveillance. Moi, quand on dit la bienveillance, alors on met beaucoup la bienveillance à toutes les sauces, je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est vraiment la bienveillance. Hein. C'est la bienveillance. Notre formateur, il nous avait dit un jour, en cours, il nous disait, vous savez, il travaille aussi avec Jeanne Garnier, bien sûr, hein. Il disait, il y a même maintenant des infirmières qui s'autorisent à dire, non, alors cette dame-là, on ne va pas lui faire de toilette, mais on va lui faire un vrai toucher massage. Alors là, c'est génial. Effectivement, parce que c'est ça dont on a besoin. C'est ça dont a besoin la personne, au moment où elle est là. Parce que c'est un temps. Et là, pour le coup, on le voit, hein, dans tous les services, maintenant, ce souhait de pouvoir apporter Vous savez, en soins palliatifs, ils disent toujours, les médecins, les infirmières, ils disent, nous accueillons la personne et nous nous mettons vraiment au rythme de la personne. Et ce n'est pas la personne qui est au rythme de l'hôpital. C'est dans l'autre sens. Si quelqu'un veut manger des chouquettes, il y aura des chouquettes tous les jours. Le service de soins palliatifs, c'est vraiment, on se met à la portée et au service de la personne jusqu'au bout. Et le temps qu'il faut. Alors effectivement, quand je veille, quand je fais le soir, parce que très souvent, il y a des gens qui ont des débuts de soirée un peu compliqués. C'est compliqué le soir, quand on est dans cette période de vie, de fin de vie, mais de vie. Et donc le massage est important. J'avais une petite dame, quand j'étais auxiliaire de vie, et je faisais ça en plus, mais c'est parce que on avait une très belle relation, et elle me disait, j'ai peur le soir. Effectivement, elle a encore vu la Chadé qui est passée, et puis après il n'y a plus personne, et elle est toute seule dans cette baraque, elle est toute seule. Donc je venais, et en fait, je faisais comme pour un enfant, je la massais, et puis elle s'endormait. 2 fois, elle avait réussi à s'endormir. J'étais trop contente, parce qu'elle est partie dans un sommeil qui est un sommeil vraiment de bien-être, quoi, un sommeil de bien-être. Ça nous arrive de nous endormir dans un sommeil agité, et ça peut aussi nous arriver d'être... C'est pour ça qu'on fait pas mal, moi je fais pas mal de méditation. Alors j'apprends à mes petits résidents un peu de méditation, c'est assez rigolo, je ne vous cache pas. Parce que quand même c'est compliqué la méditation. On peut pas parler, mais ça fait partie de l'écoute. Toucher, c'est rencontrer l'autre. C'est rencontrer l'autre. Avec ses mains. C'est approcher une zone corporelle avec respect, avec prudence, douceur. Une façon de rentrer en contact avec la personne. Dans un service, j'ai une dame, ça fait 3 semaines, et à 3 semaines, je me dis, là, elle ne sera plus là. C'est pas possible, elle ne sera plus là. Elle est toujours là. Donc elle attend quelque chose, ça c'est sûr. Et donc je viens, elle ne communique plus. Et j'arrive, et alors j'ai emmené un nouveau bénévole qui visite avec moi et qui me disait, mais tu as vu ce que tu as fait? J'ai rien fait. Si, elle a ouvert les yeux. Effectivement, je la caresse à chaque fois. Je reste pas longtemps, mais je reste toujours au moins 5 minutes. Et en fait, j'approche, je m'approche de son visage, je lui dis que je suis là, je suis Stéphanie. Et là, je lui caresse le visage, comme un enfant. Et à chaque fois, elle ouvre les yeux, elle veut me dire quelque chose. Je vois bien qu'elle a envie d'articuler. Rien ne sort. Et effectivement, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Mais rien que de la toucher et d'y mettre de l'amour, du temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a bluffé, oui, qui m'a marqué, et qui a marqué beaucoup mon petit bénévole, là, qui m'a dit, mais je ne pensais pas. Et en fait, parce qu'on n'ose pas. Parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est mal à l'aise. Mais il ne va rien se passer, à part un très très beau moment. Mais il va se passer que des belles choses. Mais c'est intimidant, si vous voulez. Le cadre, la personne est effectivement dans une situation pas toujours facile, mais quand vous vous approchez tout doucement et que vous y mettez tout ce que vous avez envie d'y mettre, je vous jure que c'est magnifique. Moi, je ressors de là, à chaque fois, je suis bien, en fait. Je suis bien parce que j'aime apporter ça aux gens. Le fait d'être touché permet au patient d'être reconnu. Voilà, d'être reconnu. Ben oui. D'exister dans son corps malade et douloureux. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas kiné, hein, je redis bien. Mais ce que je fais, c'est même ça,
ça apporte une énergie, une chaleur, mais c'est incroyable. Donc n'hésitez pas, même avec des enfants. J'ai une petite fille, Valentine, la dernière fois, elle avait très très mal au ventre. Donc on avait appris au cours comment dénouer un petit peu. Mais c'est rien d'incroyable, hein, mais c'est juste, voilà, j'appuie, puis j'avance. Puis c'est un peu comme un... Quand je masse comme ça, et quand je masse régulièrement comme ça, j'ai l'impression de faire un peu de la danse, parce qu'en fait, vous êtes un peu dans un mouvement, vous voyez, vous balancez avec la personne que vous caressez, que vous touchez. Ça fait partie d'un rythme. Vous rythmez ce lien que vous avez avec la personne. Il le sent, hein. Je vous jure qu'il le sent. Et je vous le disais tout à l'heure, mais effectivement, le toucher prend toute sa place dans l'accompagnement du patient. Parce que, en fait, les sens s'altèrent et le toucher devient le seul lien et contact direct avec l'entourage. C'est le dernier sens à s'éteindre. C'est ça. C'est le dernier sens à s'éteindre. Ne l'oublions jamais. Et le toucher massage est au cœur de tous les soins, de naissance, tout au long de la vie et jusqu'à la fin de la vie. Le massage des petits aussi, des nouveau-nés, devient très très important. On le voit. Je termine cette présentation avec merci pour cette écoute active. J'ai été merveilleux. Alors maintenant, je vais peut-être pouvoir juste m'approcher 2 secondes. Voilà, pour vous montrer effectivement quand on regarde quelqu'un, je ne me mets pas comme ça en fait. Je suis désolée, hein, Lucas, mais là, je vais me mettre comme ça. Beaucoup d'émotions dans ces... Vous voyez, la posture, c'est très important. Parce qu'en fait, ça fait partie, en fait, de... Sinon, ça le micro. Je dis que la posture est importante parce que c'est mon désir. Mon désir, c'est d'apporter quelque chose et que la personne se sente bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Et le micro remarche en plus, grâce à vous. On a un petit temps pour quelques questions ou réactions. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors. Merci beaucoup. Je viens d'Amérique du Sud où le toucher dès la naissance à la mort a vraiment un sens. Et quand je suis médecin, bon, je m'occupe d'enfants, et ophtalmo, et quand je suis arrivée en France, j'étais absolument abasourdie par le fait qu'on me touche. Alors ça c'est une culture. Les nouvelles générations, comme vous disiez, on a pris, mais c'est extrêmement important. Et bon, je travaillais dans les hôpitaux, et il y a une anecdote qui vient rallier ce que vous dites. Il y avait dans un hôpital, il y avait l'aumônier qui passait, bon il y avait nous qui étions, enfin peu importe. Et il y avait une petite femme des ménages, qui était une petite Algérienne, et qui faisait le ménage, qui était illettrée, qui ne savait ni lire ni écrire. Et quand dans un service, il y avait des gens qui mouraient, paisibles, qui étaient avec un sourire détendu, on savait que la petite dame était passée par là. Donc l'aumônier, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi? Alors on l'a convoqué, on a dit, moi je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué. Hein, alors donc, mais c'était extraordinaire parce que elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors elle touchait, elle caressait, elle peut-être chantonnait, enfin peu importe. Et en fait, il y a eu quelque chose d'extraordinaire parce que c'est elle qui a appris aux médecins, aux infirmières, aux aumôniers, aux prêtres, aux bonnes sœurs, enfin tout ce qu'on veut, et leur montrer ce qu'elle faisait. Et les gens partaient apaisés. Pareil, les petits enfants qui doivent être soignés,
eh ben, il faut les caresser. Mais en France, moi au début, un équerre, c'était pas évident. Et il me disait arrête de jouer avec celui-là parce qu'il y en a d'autres. Bon, mais il faut prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose, c'est un luxe qu'on se en Occident, enfin tout au moins en Europe, on ne savait plus faire. Mais la paix du Christ en Église, c'est tellement bon. Quand on regarde vraiment la personne qu'on a à côté de soi, alors quand on ne pouvait pas serrer la main, on mettait nos deux mains en prière. Moi, je suis à chaque fois, je me dis, mais quelle joie on a, la paix du Christ, se retourner juste et regarder la personne qui est à côté de soi. Merci de nous le redonner, c'est vrai. On en a souffert pendant le confinement. On en a souffert de ça. Non, mais c'est vrai. Et on a du mal à retrouver. Oui. Oui, Madame a dit ce qu'elle aimait, c'est qu'on regardait vraiment une personne et qu'on n'était pas juste là. Oui. Là, tout au fond, ok. Il y a un micro. Pardon. Allez-y alors, pardon. Comme ça. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Oui. J'ai entendu que j'ai perdu ma maman le 26 décembre 2023. J'étais dans un EHPAD, enfin, j'étais dialysée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non. Venez vers moi. Oui, ça serait mieux, je pense. Rapprochez-vous. Si ça ne vous embête pas. Ah non. Ma mère était dialysée. Comme ça. Ma mère était dialysée 3 fois par semaine. Et on nous a appris au mois de décembre par l'équipe de la maison de retraite que voilà, c'était la fin, on ne sait pas quand, mais il fallait se préparer. Donc là-dessus, j'ai demandé le sacrement des malades tout de suite. Le père Henri de Vigneault est venu d'Anières, parce qu'elle était à Anières. Et à tour de rôle, ma fille était à Bordeaux, elle est montée et on a fait un accompagnement personnalisé au départ. Elle était bien accompagnée aussi par l'équipe, je l'ai su après, pendant. Pas facile. Mais je sais qu'elle a eu droit au massage, parce que dans sa chambre, il y avait 2 lits, et elle faisait des escarres comme elle était dans un lit médicalisé. Là. Et elle assistait aux animations aussi, qui faisaient du bien, donc oui. J'ai vu un peu toute sa vie tout le long. Et nous, en tant que famille et dans familial, oui, c'était lourd, c'était dur, mais ce qu'on a fait, c'était ça, c'était les moments, comme vous disiez, d'être en face d'elle, de lui parler, de lui demander. Elle a verbalisé aussi qu'elle voulait partir, on ne voulait pas, on était dans le déni, on s'accrochait, mais elle était prête. Elle était prête. Oui, je sais, je me rappelle, j'avais emmené le tableau qu'elle chérissait quand elle est partie chez elle pour aller dans la maison de retraite du Sacré-Cœur. Quand j'ai emmené le tableau, elle a attrapé le Sacré-Cœur dans les bras, elle lui a fait un gros bisou. Et le jour du sacrement des malades et de plutôt ses funérailles, parce que j'en ai parlé au père Philippe à Clichy. Et il a dit dans son homélie, c'est comme si justement le jour du sacrement des malades, elle arrachait une dernière bénédiction, parce que justement au moment de l'imposition des mains, elle a fait le Notre Père, le Je vous salue Marie, et au moment où il a fait l'imposition des mains, elle a essayé d'attraper ses mains comme ça. Et donc il a un peu interprété comme ça, et on parlait de Sainte Thérèse de Lisieux, parce qu'on est parti plusieurs fois en pèlerinage là-bas. Et justement, il a dit cette phrase de Sainte Thérèse, et je reviens d'une retraite, là, il n'y a pas longtemps. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Merci. Effectivement, l'accompagnement de cette jeune femme avec sa maman et du service et des soignants
Merci de votre témoignage et c'est vrai que ce temps d'accompagnement est très important et ce temps de toucher massage est très important. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez comme formation. Oui, j'en ai pas parlé au début, excusez-moi, j'aurais dû le faire. Alors, très brièvement, je travaillais à l'hôpital, moi, mon début de ma carrière professionnelle, à Boussicot et à Neckez, j'étais instrumentiste au bloc opératoire et secrétaire médical. Et puis après, je suis partie dans le monde de l'édition, parce que je voulais essayer d'avoir quelques petits-enfants. J'en ai eu 4, et j'ai travaillé chez Bayard. Et le hasard a fait, quand même pas, c'est pas un hasard, je travaillais, donc j'étais responsable du pôle religieux pour la France. Et donc j'ai vécu 18 ans magnifiques. Et j'ai quitté Bayard au moment du confinement. Ouais, il y a des choix de vie. J'ai perdu mon frère qui a eu un accident de voiture. Tout ça a certainement été lié. Et je me suis vraiment dit que c'était le moment d'aller là où je dois aller, parce que j'ai fait un bilan de compétences. Et la personne qui m'a accompagnée m'a dit, mais est-ce que tu t'es rendu compte que tout ce que tu lis, tout est en rapport avec la mort? Ah bon? Voilà. Donc j'ai beaucoup accompagné forcément avant, et donc je me suis dit, il faut que je me lance. Et donc j'ai fait une formation à Besançon, à Besançon, je suis partie de Dax jusqu'à Besançon, j'ai fait une formation de Tanadoula auprès de l'association Tanadoula de France, on est 150, qui a duré donc 1 an. Et après, j'ai fait une formation donc, de soins, de toucher massage en soins palliatifs. Et puis, donc, je suis aumônier à l'hôpital et je démarre le DU de la laïcité dans quelques temps, obligation. Voilà. Je suis très heureuse de ce métier. Voilà. Merci. Merci madame. Je voulais juste vous dire qu'il y a un livre, il y a beaucoup de livres, mais je me permets, je sais qu'il est là. Elisabeth de Courrèges elle est ergothérapeute, elle a écrit un livre magnifique sur Nous veillerons sur votre dignité. Et c'est la dignité du corps, mais la dignité spirituelle, c'est superbe. Elle est à Paris un jour, peut-être que vous la fassiez venir, parce qu'elle est vraiment formidable. Et puis il y a bien sûr Christophe Fauré, pour ceux qui souhaitent avoir des références. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui étudie et puis qui consulte encore, à Paris, sur le deuil et sur... il y avait aussi quelqu'un d'autre. Ah oui, et je vous avais amené aussi le livre de Claude Grange et de Régis Debray sur le dernier souffle. Il est médecin en soins palliatifs. Très très bon livre. Merci en tout cas de m'avoir écouté, j'espère avoir été à la hauteur. Le livre d'Elisabeth de Courrèges, voilà, j'en ai quelques-uns là, et la semaine prochaine, il y en aura encore une vingtaine qui vont arriver. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, pardon. Et la semaine prochaine, c'est ça? Voilà, la semaine prochaine, nous accueillons donc Christian de Cacré, qui a fondé le service des funérailles. Il va nous parler vraiment de la présence au moment des obsèques. C'est vraiment ce temps très fort qui va, avec toute son expérience, que c'est maintenant longtemps qu'il est dans ce service. Et voilà, et la chaîne YouTube, dès ce soir, 18h ou plus tard, avec le service extrêmement rapide de Lucas, vous pourrez revisionner, et surtout, n'hésitez pas à diffuser, à inviter les gens à écouter ces conférences. Je pense que celle-là, on peut même la réécouter plusieurs fois.